Donc oui, pour ma part, je vais donc faire une courte introduction à Extreme Programming. J'insiste sur la notion de courte parce qu'effectivement, j'ai à peu près 20 minutes pour faire cet aperçu. Sur cette première session d'introduction, on risque de nourrir beaucoup de frustration de votre part parce qu'on risque de survoler et pas aller assez profondément dans les concepts là où vous voudriez aller. Alors sachez que c'est inévitable. L'idée, c'est de vous donner des clés pour éventuellement enfoncer des portes dans l'après-midi et sur les autres sessions que vous pourriez aller rencontrer. Donc, Extreme Programming, moi, je pense qu'il y a une chose à retenir aujourd'hui, c'est quand même une démarche complète. Extreme Programming, on en parlera souvent par les pratiques d'ingénierie. Alors, c'est effectivement le cœur de l'Extreme Programming. Mais il faut bien savoir que ça reste une démarche complète qui permet de vous accompagner dans la gestion de vos projets de bout en bout. Alors notamment, elle a ses propres valeurs et ses principes. Jérôme en a bien parlé précédemment, et c'est normal puisque l'Extreme Programming est une des méthodes qui a fait émerger le mouvement agile. Mais elle propose aussi des rôles qui ont des responsabilités bien identifiées, un cycle de vie dans la gestion du produit, et puis des pratiques. Alors des pratiques autant sur la gestion de projets, on les verra, que ces fameuses pratiques d'ingénierie qui font vraiment la force et le cœur d'Extreme Programming. Juste je reviens brièvement sur l'historique d'Extreme Programming. Comme l'a dit Jérôme, on a tendance à penser qu'il est né en 1999 à la sortie du livre Extreme Programming Explained de Ken Beck, suite à des travaux qu'il a fait dans la société, je pense que c'est en dessous, Chrysler, oui, avec le projet C3. Et donc, si on regarde bien ce transparent, on s'aperçoit que toutes les pratiques d'ingénierie qu'on peut associer à XP, c'est pas du tout XP qui les a inventées. Quand on parlait de planning poker ou de test unitaire, des choses comme ça, on s'aperçoit que dès les années 70, déjà, on en parlait et on en faisait. Donc, Extreme Programming, finalement, il les a pas inventés. Alors, pourquoi on associe souvent ces pratiques à Extreme Programming? Une première chose, c'est que il a décidé de tous les rassembler dans sa méthode. Pourquoi laisser de côté des pratiques qui apportent toujours un avantage dans le développement du produit? Donc on prend tout ce qui nous permet de mieux travailler sur la qualité des développements et de la planification, des choses comme ça. Et deuxième chose, c'est là où on va dire c'est l'extrême. On va pousser à l'extrême l'utilisation de ces pratiques. Alors prenons quelques exemples. Une revue de code. En général, on a toujours tendance à penser que c'est une bonne chose. Alors les revues de code, on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va les faire, par qui, sur quel bout de code, etc. Et bien Extreme Programming a décidé qu'elles seraient faites tout le temps, en continu. Et comment? En travaillant à deux. Le fait de travailler à deux, ça permet de voir, de travailler tout le temps sur la qualité du produit et d'avoir une revue de code permanente sur ce produit, sur ce code. Les tests automatiques, c'est pareil. On sait très bien que c'est un plus pour un produit et sa qualité. Bon, c'est quand même difficile à faire. Il y a plein de choses à mettre en place. Dans l'idée, Extreme Programming, c'est de dire, on va les faire avant même d'avoir écrit du code en production. Alors, ça peut paraître un peu saugrenu comme idée, mais c'est de se dire, je fais des tests et je n'écrirai du code que pour faire passer ces tests. Et donc là, on arrive aussi à se dire, ah oui, le code, il n'est pas là juste pour implémenter quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Il est là pour faire passer un test qui représente une fonctionnalité pour mon produit. Alors, je ne vais pas faire la totalité, mais vous voyez que, en gros, c'est vraiment cette idée dans Extreme Programming. Le côté extrême, c'est de se dire, bon, on a des pratiques, elles sont bonnes, mais poussons-les le plus possible pour toujours travailler sur la qualité et pouvoir produire de la valeur le mieux possible. Avant de rentrer précisément dans
dans les pratiques d'extreme programming. Jérôme en a parlé, comme on est dans l'agilité, on parle de valeurs et de principes, donc je voulais quand même aborder celles qui faisaient particulièrement partie d'extreme programming. Alors, il y a 5 valeurs associées à XP. Donc je vous en parle juste rapidement parce que Jérôme en a bien parlé précédemment. Donc la communication, la simplicité, le feedback, le courage, le respect. C'est très important, c'est une sorte, c'est des règles de vie que toute une équipe et une organisation auxquelles toute une équipe doit adhérer si on veut vraiment pouvoir avancer dans l'usage des pratiques d'extreme programming. Si certaines de ces valeurs ne sont pas vraiment prises en compte, alors il peut y avoir des dérives assez navrantes. Des principes, rapidement, alors là il y en a beaucoup plus. Ces principes, comme vous l'a expliqué Jérôme, c'est vraiment un pont entre les pratiques et les valeurs. L'idée vraiment c'est de se dire, on va avoir des pratiques qui sont un peu, un peu techniques on va dire, mais elles doivent être toujours faites dans l'idée de respecter les principes et les valeurs. Sinon, encore une fois, on risque d'aller au clash. Je vais en prendre 2 quand même pour montrer un peu l'idée qu'il y a derrière. Un des principes d'extreme programming, c'est l'économie. Alors l'économie, c'est vraiment une préoccupation, on va dire, constante. Hein. Jérôme en a parlé, ce qu'on veut, c'est produire de la valeur. Pourquoi ? Pour gagner de l'argent. Et dans la V2 d'extreme programming, on parlera même de sciences de l'économie. Donc c'est ça, on veut livrer tôt pour avoir du feedback, mais aussi pour déclencher un ROI rapidement. Donc c'est vraiment cette idée de on fait du business, on veut développer pour gagner de l'argent. Mais au-delà de ça, il y aura un principe d'humanisme. Parce qu'on ne veut pas faire de la production au détriment des êtres humains qui sont dans l'organisation. Donc ça, c'est très important. Notamment, d'ailleurs, Ken Beck veut définir... une des idées derrière Extreme Programming, c'est d'essayer de réconcilier la productivité et l'humain. Donc c'est vraiment très important. Donc ces principes, je ne vais pas tous les détailler, mais c'est important de les regarder, de bien les comprendre pour voir comment on peut développer Extreme Programming dans une organisation, toujours en s'appuyant sur ces valeurs et ces principes. Donc justement, quelles sont les pratiques maintenant que l'on met en place quand on suit une démarche Extreme Programming? Alors il y a plusieurs façons d'aborder ces pratiques. J'aime assez celle qui a été proposée, je crois que c'est par Ron Jeffries, de dire en fait on va les proposer à travers des cercles concentriques. Alors si on prend le cercle central bleu, c'est des pratiques que vont devoir plus pratiquer les individus au moment de produire du code. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure les pratiques qui font partie du cœur de la méthode, c'est plus les pratiques d'ingénierie. Autour, le cercle vert, c'est les pratiques de l'équipe. Donc chaque individu a ses propres pratiques, mais on a des pratiques qui vont regrouper le collectif. Et finalement, on a les pratiques de l'organisation sur le vert, qui seront plus dans, on va dire, le management du projet. Alors, pourquoi cette vision est intéressante? C'est parce qu'on peut voir que on pourrait garder par exemple le cercle bleu, et plus on s'éloigne, plus on utiliserait des pratiques d'autres méthodes agiles. Souvent d'ailleurs, on verra que on peut aller vers du Scrum, tout en gardant quand même le cœur des pratiques d'ingénierie d'extreme programming pour assurer une bonne qualité au développement du produit. On peut aussi décider de faire du Kanban. Peu importe. Donc c'est ça, je dirais, qui résume un peu l'esprit agile. On a des valeurs et des principes communs. On a quelques pratiques qu'on peut mettre également en commun. Donc le fait de représenter ces pratiques comme ça permet de voir où est-ce qu'on peut mettre le levier. Donc rapidement, ces pratiques,
eh ben, si je pars de l'extérieur vers l'intérieur, les pratiques de l'organisation sont là pour nous permettre de mieux maîtriser le projet. Alors, comme l'a expliqué Jérôme, on est dans une démarche incrémentale et itérative. L'idée est de représenter le besoin du client à travers des user stories. Et ces user stories vont nous permettre d'alimenter ce qu'on appelle des itérations qui va nous permettre de délivrer du produit adapté aux besoins du client très rapidement. Voilà, donc au-delà de ces principes, on sait qu'on peut automatiser, enfin l'idée est d'essayer d'automatiser au maximum les tests du client qui sont associés à ces user stories. Donc user story, c'est quand même quelque chose d'assez complet qui sera peut-être abordé un peu plus dans Scrum justement. Et là, bon, c'est vraiment des pratiques que toute l'équipe va devoir suivre et connaître. Et quand je dis toute l'équipe, hein, on parle bien du client, des développeurs, des testeurs éventuellement, etc. Donc là, l'idée, c'est la maîtrise du projet. On recentre un peu le cercle et on arrive sur les pratiques de l'équipe. Alors, c'est des pratiques pour s'assurer que l'équipe travaille bien ensemble pour arriver à délivrer ce fameux produit dans les bonnes conditions. Donc là, c'est vraiment des pratiques telles que l'intégration continue, Jérôme en a parlé. Une pratique importante, c'est la propriété collective du code, c'est-à-dire que on n'est pas chacun à son module, responsable de son module, et puis une sorte de compétition éventuellement entre développeurs. Tout le code appartient à tous les développeurs. Et là, on peut imaginer l'importance des valeurs dont on a parlé tout à l'heure, parce que très vite, quand on va relire le code de quelqu'un, on pourrait dire ah, tiens, c'est quoi, qu'est-ce qu'il a fait, c'est quoi ce code de merde. Bon, on a quand même dit attention, il y a un certain respect de l'individu, donc c'est important de. Ok, c'est une relecture de code, c'est normal. Tout le monde fait des choses plus ou moins bien. L'idée là, c'est plutôt de retravailler ensemble sur le code. Donc voilà, ça c'est les pratiques, on va dire, de l'équipe. Et finalement, les derniers ensemble de pratiques qui sont vraiment les pratiques qui font le cœur d'Extreme Programming, les pratiques d'ingénierie pour fabriquer le produit. Donc là, c'est vraiment, on va dire, la spécificité d'Extreme Programming, d'avoir mis en place et défini ces pratiques extrêmes. Donc, par exemple, on parlera de TDD. TDD, c'est le Test Design Development. Comme je l'ai dit précédemment, l'idée, c'est d'écrire les tests avant d'écrire le code. Les tests, c'est vraiment des tests qui nous sont, qui expriment vraiment le besoin du point de vue du client et pour développer le produit. Donc, le code que l'on écrira, la conception du code que l'on va écrire va émerger de l'écriture de ces tests. Donc ça, c'est vraiment un point très important dans le développement logiciel qui est promu par Extreme Programming. Ceci dit, c'est quand même une des pratiques les plus difficiles à appliquer. Ça demande pas mal d'entraînement et notamment cet après-midi, il y aura plusieurs sessions là-dessus. Il y a un kata qui est présenté en fin de journée, justement pour expliquer comment on peut faire du TDD. La conception émergente, c'est pareil. Dans les projets, on va dire classiques, on a tendance à vouloir faire une grosse conception générale du projet, et puis on y va, on se lance. Le problème, c'est que on a du mal à s'adapter à la suite s'il y a des changements dans le projet. Donc là, l'idée, c'est de se dire, la conception, c'est très important, mais on va la faire plutôt régulièrement qu'une grosse fois au début. Donc presque chaque jour, quand on va prendre de nouvelles tâches, on va se concentrer sur la conception, comment intégrer cette tâche dans mon produit, quel test je peux faire, comment remanier le code, etc., etc. Donc tout le temps avoir à l'esprit qu'il faut remanier le code pour garder une certaine simplicité dans la conception et ce qui va permettre une évolution dans
dans l'ajout de fonctionnalités qui va tendre à rester constante. C'est vraiment ce qu'a expliqué Jérôme précédemment, et c'est à travers ces méthodes-là très précises qu'on va réussir à maintenir ceci. Et donc, j'en avais parlé précédemment, le binomage, le pair programming, ben, c'est l'idée de travailler à deux, ça évite beaucoup d'erreurs. Alors c'est une des pratiques qui est souvent la plus décriée quand on fait l'extreme programming, parce que beaucoup de gens considèrent que économiquement c'est pas forcément très intéressant de mettre deux personnes sur la même tâche. On s'aperçoit finalement qu'avec le temps, la qualité restant constante, ce coût est très facilement absorbé. Donc ce n'est pas un investissement perdu de faire ça. Donc voilà l'ensemble des pratiques fournies par XP. Alors il y en a tout un autre pan qui sont un peu moins core practice. Là je vous invite à aller voir plus de documentation à ce sujet. Rapidement les rôles, hein, parce que ça reste quand même, on va dire, une méthode. Donc on peut identifier des rôles avec des responsabilités. Donc on a un client. Le client, il est ce qu'on appelle sur site, avec l'équipe. Ça, c'est très important. C'est pas quelqu'un qui est difficilement joignable ou auquel on va envoyer des mails, on n'aura pas de réponse tout de suite. Il faut identifier ce client avec nous, parce qu'on aura souvent des questions et on a besoin de réponses rapides. On est vraiment dans l'idée que on a une dynamique de développement qui fait que on doit avoir des réponses le plus vite possible. Donc il est important que ce client, alors si c'est vraiment un client, c'est parfait. Des fois, ce sera qu'un représentant. Enfin, on peut adapter l'idée, mais l'idée, c'est vraiment que cette personne, elle a les moyens de vous répondre et elle a la légitimité de vous répondre. C'est-à-dire, si elle donne une réponse, 3 jours après, c'est pas pour vous dire l'inverse. Donc, c'est très important sur ce point-là. Vous avez forcément les développeurs, puisqu'on est dans le développement logiciel, donc ça, c'est une évidence. Et le manager, donc tel que vous l'a expliqué Jérôme précédemment, il n'est pas là pour vous affecter des tâches. Le manager, l'idée, c'est de faciliter le travail de l'équipe. Donc surtout pas d'affecter des tâches, de réorganiser le travail. L'équipe est auto-organisée, l'équipe sait se gérer, l'équipe sait ce qu'elle a à faire, mais on peut trouver les conditions optimales pour faire ce travail-là. Alors il y a d'autres rôles qui peuvent être trouvés dans la littérature, comme le coach et tracker. On peut mettre des testeurs dans une équipe extreme programming, il n'y a pas de souci. Donc là-dessus c'est pareil. Je vous invite à approfondir par la suite. Bon, rapidement, puisqu'on a parlé de process de cycle de vie, ça reste une méthode. Donc voilà un peu comment on peut résumer, le cycle de vie d'un produit développé à travers l'extreme programming. Donc ça, c'est juste une mise en image de ce qu'on a dit précédemment pour essayer de faire le lien entre toutes ces pratiques. Comme vous voyez, l'image là est centrée sur une itération, donc on est vraiment sur un processus itératif qui va nous permettre de livrer le produit de manière régulière et fréquente. À travers un ensemble de pratiques. Donc les user stories qui vont être en entrée des release planning. On aura cette idée de release planning, c'est de se donner une visibilité. Alors il donne en général le trimestre en termes de user story. Voilà vers où on veut aller. Ceci dit, en général ça bouge. Les priorités peuvent changer très, très facilement d'une itération à l'autre. Ça nourrit une itération. Ces user stories sont estimées par les développeurs avec le client. Avant de commencer les itérations, on sait à peu près ce qu'on va pouvoir développer au cours de l'itération. Donc justement, cette itération, finalement, c'est prendre les user stories, les découper en tâches, faire le développement et recommencer. Et ça, dans l'ordre de priorité que nous a donné le client pour cette itération et pour la phase
de planning plus général du produit. Donc voilà, voilà le bref aperçu de cette méthode. Pour aller plus loin, il y a quand même pas mal de littérature sur Extreme Programming, parce que comme on l'a déjà dit, elle a une quinzaine d'années derrière elle, donc il y a pas mal de choses qui ont été dites et faites. Donc voilà, ça, ce sont on va dire les plus classiques, mais maintenant on peut trouver bien d'autres choses sur ce point-là. Et donc notamment cet après-midi, vous pouvez assister alors soit à des sessions assez techniques qui vous feront rentrer dans le cœur de ces pratiques d'ingénierie pour ceux qui ont envie de tenter l'expérience, soit sur d'autres ateliers un peu plus dans l'organisation sous forme d'itération et la planification. Voilà, donc je voulais remercier moi aussi les sponsors qui nous ont permis d'organiser cet événement. Vous allez finir par le connaître par cœur. Et aussi remercier quelques personnes de l'Agile Occitanie dont a parlé Jérôme précédemment, qui ont permis de créer l'ensemble de ces présentations.